Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Comme d'habitude, en ce lundi, nous sommes là pour la review du week-end. Alors déjà, on démarre avec les petites brèves, comme vous connaissez. Il n'y en a quasiment pas, hormis que mardi, le classement, le premier classement du comité des équipes qui pourraient participer aux playoffs sortira. Voilà, on aura déjà une petite idée du carré des playoffs. Donc mardi soir, ça normalement. Et puis en deuxième brève, 18 matchs annulés ce week-end, voilà, dont certains matchs que l'on vous a présentés dans le dernier épisode. On vous avait prévenu qu'il y aurait sûrement d'autres matchs annulés. Ça a été le cas. Donc on aura peu de matchs justement à vous présenter sur cet épisode. Et on voulait trouver un match de la semaine pour démarrer l'épisode, un Game of the Week. On a pas mal débattu et on n'en a pas trouvé un. Sincèrement, il n'y a pas eu de match référence ce week-end. Quelques matchs sympas, ça, faut pas le retirer, mais vraiment pas un qui sortait du lot. Donc voilà, on a préféré ne pas s'engager dans un Game of the Week et directement vous présenter les matchs avec des équipes du top 25. Et on démarre tout de suite. C'était vendredi, Tulane qui se déplaçait du côté de Tulsa dans la nuit de jeudi à vendredi. Tulane, l'équipe de la Nouvelle-Orléans, qui s'est inclinée sur le score de 24-30 face à Tulsa. Tulsa, 5 victoires, une défaite. Très, très grosse saison de l'équipe d'Oklahoma. Toi, Robin, tu avais prévu une petite... t'avais misé un peu sur Tulane. Finalement, c'est Tulsa qui s'impose. Et notre ami Batou, lui, qui aime beaucoup Tulsa. Les gars, victoire quand même logique, parce que Tulsa, sincèrement, cette année... En soi, comment dire, c'est logique au niveau du classement, mais ça va en double overtime. Et Tulsa, il marque sur un Hail Mary à la dernière, à la dernière seconde, en gros, pour forcer l'overtime, alors que Tulane était devant. Et comment dire, pour moi, ce match, c'est une victoire logique en ce qui concerne le classement, mais au vu du match, c'est Tulane qui doit gagner. Tulsa, il perdait 14. D'ailleurs, juste, c'est le premier match, enfin, c'est un des premiers, c'est pas le premier match, pardon, c'est un des premiers matchs où il n'y a aucun point à la mi-temps. Ça fait 0-0 à la mi-temps. Et en fait, Tulsa est mené de 14 points, enfin, il est mené 14-0 dans le troisième quart pour commencer le quatrième quart, en gros. Donc, ils font un comeback assez tonitruant, quoi. Et, comment dire, ça m'a fait. J'aurais bien aimé que Tulane gagne pour avoir un peu l'air d'être un expert, mais honnêtement, Tulsa a fait un bon comeback. Comme je l'avais dit, le jeu de course, Tulane, s'ils prenaient les devants, ils allaient beaucoup courir et ils ont un bon jeu de course. Donc, ils ont couru une trentaine de fois, un truc comme ça. Voilà, c'était un match assez intéressant. 30-24 pour Tulsa, mais c'est Tulane qui mérite de gagner selon moi. Et pardon, j'ai dit ils ont couru une trentaine de fois. Non, ils ont couru 51 fois pour 226 yards. Donc énorme quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tulane qui reste quand même, 5 victoires, 5 défaites cette saison, quelques victoires références. T'avais quand même raison de chercher à miser sur l'équipe de Louisiane, je pense. Et voilà, tout ça qui s'impose, ça reste quand même dans le fond de la logique. Mais t'as raison, c'était un match assez serré apparemment. Dommage que Valentin ne soit pas là parce que il a suivi ce match en direct. Lui, il l'avait commenté en direct même. Donc voilà, dommage. Val, on te fait des bisous. On passe tout de suite au samedi. C'était hier soir. On enregistre, on est dimanche aujourd'hui. Kentucky qui se déplaçait du côté d'Alabama. Victoire 63-3 d'Alabama. On ne s'attendait à rien d'autre, on va se le dire comme ça. Mac Jones de touchdown, le quarterback d'Alabama. Un touchdown aussi pour le quarterback true freshman Bryce Young pour Alabama, un 5 étoiles qui était le meilleur quarterback de sa classe au lycée l'année dernière. Et voilà, doublé aussi deux touchdowns de Najee Harris, la base, et puis doublé de Devonta Smith, le receveur d'Alabama, 144 yards, deux touchdowns avec seulement 9 réceptions. D'ailleurs, Devonta Smith, je crois, il a passé un record en sec ce week-end. Je crois que c'est celui du plus grand nombre de yards ou quelque chose comme ça, non? Non, il a passé, plus il grand a nombre passé de à TD, Marie. ouais. Il a 32, si je dis pas de bêtises. 32 TD à la réception. Voilà, donc pour tous ceux qui s'inquiétaient de l'absence de Jalen Waddle, même pour la draft, on avait vu quelques sceptiques sur Devonta Smith. Sincèrement, si vous suivez la NFL et que votre équipe draft Devonta, il n'y aura pas de problème. Il y aura zéro problème. Ça va bien se passer. Clairement.
Voilà, rien d'autre à dire sur ce match. Alabama qui sont à 7-0 et qui devraient être en tête du classement ePeople Top 25 qu'on vous dévoilera lors de l'épisode de jeudi. Indiana qui se déplaçait du côté d'Ohio State en Big Ten. Et ça, c'était le choc de la Big Ten cette semaine, car Indiana était à 4 victoires, 0 défaites, et Ohio State 3 victoires, 0 défaites avec un match de moins. Victoire, alors je vous spoil direct, hein, victoire 42-35 d'Ohio State, avec un match rocambolesque, plein de situations différentes de part et d'autre. Hein. Une mauvaise défense d'Ohio State qui a été mise en lumière. Un Indiana très combatif. Hein. Michael Penix, le quarterback d'Indiana, alors il a lancé 51 ballons, donc ça fait plus de yards forcément. C'est 491 yards, 5 touchdowns, une interception tout de même sur la défense d'Ohio State. Très peu de courses de la part d'Indiana, alors qu'on pensait que Stevie Scott allait avoir pas mal de touchés. Et puis en face, Justin Fields, 2 touchdowns, 3 interceptions. Et oui, c'est première interception de la saison pour Fields. Et puis il y en a 3 d'un coup dans le match. 300 yards tout de même. Et puis gros match aussi du running back, Master Teague, 169 yards, 2 touchdowns. Et la doublette receveur, Chris Olave, 8 réceptions, 101 yards. Garrett Wilson, 169 yards, 2 touchdowns. Garrett Wilson, le sophomore qui s'annonce comme étant une des plus grosses attractions de la draft 2022, hein, s'il continue ainsi, voilà. Il était déjà annoncé depuis longtemps. Et puis en face, on a aussi encore un gros match du côté d'Indiana de Ty Freifogel avec 218 yards, 3 touchdowns, malgré un petit loupé à un moment. Les amis, il s'est passé pas mal de choses. On a eu le droit à tout, hein, à des interceptions, à des fumbles. Enfin, ça a été... il y a eu combien de fumbles? Il y en a eu 4 du côté d'Indiana. Est-ce que finalement, quand vous revoyez ce match, vous vous dites qu'Indiana, quelque part, avait une chance? Parce que voilà, ça en parlait avant le match, on disait qu'Ohio State allait les détruire, qu'on allait montrer le vrai visage d'Indiana, qui était, même malgré le fait qu'il n'ait que des victoires. Est-ce que, sincèrement, vous pensiez que Indiana pouvait autant gêner Ohio State? Bah, Alors, clairement, vas-y, vas-y. Jérôme. Non, vas-y. Honneur à toi. La dernière Je- fois, on nous a dit que Pas couper la on parole. te coupait. Non, voilà, c'est ça. Honneur à toi. Je vais être le grand homme ici et je vais te laisser la parole. Ça va, c'est gentil. Bah écoute, si je dis pas de conneries, dans l'épisode de preview, moi j'avais prédit un score un peu serré comme c'est passé. Euh, mais ouais, je pense que pour le coup, Indiana, ils peuvent vraiment regretter leur première mi-temps qui a été vraiment compliquée. Ils sont menés 28-7 à la mi-temps. Ils font une grosse deuxième mi-temps par contre. Mais ouais, c'est la première mi-temps qui les met dedans. Après, comme tu l'as dit, avec les stats, hein, je pense que si on avait celui qui a misé une pièce pour que le meilleur quarterback de ce match s'appelle pas Justin Fields, je pense qu'il aurait quelques petits deniers en plus sur son compte en banque ce matin. Mais ouais, Justin Fields qui fait pas un bon match. Après, bon, on va pas se mentir, ça peut arriver. Hein, c'est pas, enfin, ça n'enlève rien à son talent, même si ça fait tâche quand même, 3 inters sur un match. Surtout sur quasiment le seul gros match qu'ils vont avoir avant les playoffs. Mais ouais, du coup, énorme match encore de Ty Freifogel. Lui, il y a vraiment un jour, il va falloir commencer à se pencher sur lui pour la draft, hein, parce que je crois que si je dis pas de conneries, il est en back-to-back à plus de 200 yards à la réception, sur 2 matchs d'affilée, du coup. C'est Donc ça, je là, il crois, a ouais. encore 3 TD. Enfin, c'est quelqu'un, quoi. Ça commence vraiment à être quelqu'un. Enfin, vraiment commencer à. Lui aussi, il va commencer, à mon avis, à monter dans les mock draft, à monter sur les billboards. Et voilà, après, la défense d'Ohio State qui rassure pas du tout en prévision des comment ça s'appelle des playoffs, tout simplement, parce que on a pu voir cette année qu'il y a pas mal de belles attaques. Donc ça peut vite être compliqué. Mais voilà, après, je pense que Ohio State, c'est quand même une très bonne fac. Ils vont se remettre dedans. Je sais pas qui joue la semaine prochaine, mais ça devrait être assez tranquille pour eux. C'est qui donc ouais, c'est Illinois. Ça devrait quand même aller, je pense. Il leur reste à Illinois et les demi-finales. Donc ça devrait pas poser de problème, hein, avec ce qu'on voit de ces Oh, tu 3 sais, équipes. Illinois,
pas depuis hier. Non, mais oui, Alors, t'as raison en tout cas. ça va me faire mal au cœur parce que ça va faire mal au cœur à notre ami à Julien Corver de Midnight Campus. Mais Nebraska, cette année, c'est pas la folie, hein, on va pas se mentir. On- Si vous avez vu le match entre Nebraska et Illinois, non, c'était pas Illinois, si c'était Illinois. Euh, Ouais, c'était ça hier. Mais on en parlera tout à l'heure. Enfin, on en ouais, parlera. voilà, On voilà, c'est mentionnera pas en beau, tout cas. mais voilà, je pense que un mauvais match, ça arrive, faudrait pas trop que ça se reproduise. Et ce qui risque de compter pour le Heisman, pour Phil, c'est que il a intérêt à faire de très bonnes playoffs maintenant. Parce que et je suis même pas sûr que ça va suffire, vu que je sais plus exactement quand est décerné le trophée. Mais ton seul gros match de la saison, tu fais une contre-performance, parce qu'on peut quand même appeler ça une contre-performance individuelle, hein, de la part de Fields. Je pense que ça va peser dans la tête des votants, et pour lui, ça sent pas bon, quoi. Il a Je montré sens le un meilleur avis, je comme sens le un avis pire, un hein. peu biaisé quand même là sur Justin Fields et le Heisman, mais je sais pas pourquoi je dis ça, quoi. Même avec les Non, non, trois mais inter, moi, j'arrive pas à être serein pour Trask. Je le serais pas de toute façon avant le match contre Alabama pour le SEC Championship Game. C'est un autre débat, ça. Mais je pense que on va en parler tout à l'heure. ça fait vachement tâche que sur ton seul gros match de la saison, tu fasses une contre-performance. Et ça, je veux dire, outre le Heisman. On a vu, c'est vrai qu'hier, on a quand même vu le meilleur et le pire de Fields, parce qu'il y a des séquences de jeu qui sont quand même extraordinaires, faut pas l'oublier. Robin, je vais te donner la parole parce que toi, tu voulais intervenir sur ce match. Et après, j'aurais une petite question à notre ami Baptiste. Il le sait dans le fond, il le sait tout ça. Rob, c'est à Mais toi. ouais, bah, mais écoute, merci pour l'introduction. Je voulais juste dire que Indiana, pour moi, en fait, dans le dernier quart-temps, il marque. Je pense que le score là est de 42-35, mais ça aurait pu très bien être un peu moins serré. Indiana, ils ont manqué tellement d'opportunités en début. Il manque une 3 et 4 alors que le receveur il est tout seul et il fait un drop énorme. Enfin, en fait, Indiana, au début du match, on sentait que Ohio State allait clairement gagner. Et c'est à la fin qu'ils sont revenus, mais ils sont revenus, je dirais, plutôt parce que Ohio State était un peu sûr de gagner. Indiana était hyper fort. Enfin, Freifogel, il m'impressionne de semaine en semaine. Il est déjà à autant de yards cette année que l'année dernière. Et surtout, enfin, il y a plus de TD, il y a déjà plus de TD, plus de yards en seulement 6 matchs, il me semble, en 10 l'année dernière, 10-11, un truc comme ça l'année dernière. Donc ça fait assez énorme. Surtout sa moyenne, en fait, cette année, il y a 31 réceptions pour 642 yards, 7 touchdowns, ça fait 20 yards en moyenne par réception. Enfin, dites-vous bien que 20 yards par réception, c'est énorme, c'est absolument énorme. Et Indiana, j'ai beaucoup aimé en fin de match, mais en début de match, il faisait des fumbles de partout, ça lançait des interceptions. Enfin, par exemple, sur l'interception de Justin Fields, la troisième interception de Justin Fields, où Indiana remonte la balle et c'est Julian Fleming, le freshman, qui vient faire fumble. Et alors ensuite, sur ce drive-là, enfin, comment dire, ça, c'est des opportunités manquées pour Indiana. Et Indiana n'a pas été à la hauteur de ce match. Ils peuvent s'en mordre les doigts d'avoir fait des fumbles, d'avoir relancé comment dire, d'avoir fait des drops, etc. Mais au final, je pense que Ohio State est quand même la meilleure équipe des deux. Et sur le match, ils méritent tous de gagner Ohio State. Voilà. Et ouais, bah, enfin, perso, on en a parlé hier, ouais, complètement d'accord avec ce que tu as dit. J'ai juste vu un tweet hier qui venait d'un certain compte représentant Oklahoma State en France qui, qui me disait que d'un avis personnel, Justin Fields était meilleur, mais d'un avis personnel, hein, d'un point de vue personnel, ne le Tout prenez à fait, tout à pas fait. comme voilà, que Justin Fields était meilleur que Trevor Lawrence. Pourquoi pour toi, Baptiste? Mes arguments vont un peu tomber à l'eau pour ce match-là. Une raison toute simple, parce que je trouve que le jeu au sol, il est un peu plus seul que Trevor Lawrence, qui peut compter un peu plus sur le jeu au sol de Travis Etienne et de Lindsey Dixon. Alors sur ce match-là, bien sûr, je fais mon mea culpa, puisque le jeu au sol d'Ohio State a très bien fonctionné. Mais voilà, je trouve chez lui, je le trouve en progression de match en match. Alors,
là, c'est peut-être un écart sur sa progression, mais en tout cas, je trouve qu'il progressait de match en match. Il a moins de matchs que Trevor Lawrence aussi, il faut pas l'oublier. Et voilà, je trouve qu'il dégage un truc assez calme, je le trouve plus beau à avoir joué que Trevor Lawrence. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Et encore une fois, je suis pas scout NFL, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui seraient malheureuses de m'avoir. Mais c'est purement un aspect. Voilà, je préfère voir Justin Fields à Trevor Lawrence jouer, et je trouve que sur le terrain, il dégage une impression de sérénité que parfois Lawrence ne dégage plus cette année. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel, et je ne demande pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Pour revenir très rapidement sur le match, ça montre quand même que le jour où Ohio State va rencontrer une équipe qui sera forte au sol, il y aura peut-être des soucis, parce que là, ils ont implosé sur la défense aérienne. Je me demande si un jour, quand une équipe comme Alabama ou Clemson arrivera, tiens, face à eux, comment ils vont réagir, parce que Indiana, on savait que le jeu au sol, c'était un peu leur point faible. Ça s'est confirmé sur le match-là. Donc à voir quand les Buckeyes tomberont sur une équipe vraiment complète. Déjà voir Northwestern en finale de conférence, parce que Northwestern a quand même a l'air plus pénible à jouer que prévu, donc à voir. Mais voilà, moi je me fais pas trop de soucis pour les Buckeyes qui ont tombé contre une équipe d'Indiana qui a vendu charmant sa peau, mais voilà, qui manque un peu de talent, notamment au sol, pour faire tomber la bande à Ryan Day. Et toi, Robin, tu voulais rajouter quelque Ouais, chose? juste un petit truc pour suppléer Baptiste, dans le sens où je trouve que Ohio State, cette année, c'est vraiment pas la même. En fait, je pense que l'année dernière, ils ont été un peu. Enfin, l'année dernière, j'avais dit que Clemson n'avait pas forcément volé sa place au Championship Game. Sauf que Ohio State était vraiment plus fort, et là, ils sont tellement. Ils me déçoivent en fait cette année. Ils sont forts. Enfin, Justin Fields est beaucoup plus fort que l'année dernière, mais l'équipe autour de lui n'est pas forcément aussi forte. Et c'est vrai que la défense, enfin, ils vont rencontrer Alabama, ils vont se prendre 200 yards sur le. Ils vont se prendre 200 yards par Najee Harris, et ils vont se prendre Devontae Smith qui va faire 200 yards aussi dans les airs. Enfin, ça va être. Moi, j'ai un peu peur pour les playoffs pour Ohio State quand ils vont rencontrer vraiment une équipe beaucoup plus forte qu'elle sur tous les postes à part quarterback. Parce que mine de rien, euh, Ohio State cette année, c'est pas aussi fort que l'année dernière. En ce qui concerne Indiana, quand Baptiste a dit que le jeu de course d'Indiana n'avait pas marché, il me semble que c'était à la mi-temps, un peu avant la mi-temps. Indiana avait moins 4 yards à la course, et Ils ont Ohio fini avec moins State. 1 là. Ouais, c'est ça. Bon, bah, enfin, même à la rigueur, pas à la mi-temps. Enfin, il suffit de prendre les stats à la fin du match. S'ils finissent avec moins 1 yard à la fin du match, et Ohio State 230 yards à la course, quelque chose comme ça, il y a vraiment un problème. Ouais, ils finissent avec moins yard à la course, et Ohio State 307 yards à la course. C'est énorme, 307 yards, surtout enfin, surtout en Big Ten, j'ai envie de dire. Et comment dire? Enfin voilà, Master Tig, il a fait un très bon match, et on n'a pas l'habitude de voir Tig porter toute l'équipe. Et là, il a mis des beaux TD. À noter le petit pick six de Sean Wade, qui est prévu pour être un top corner à cette draft. Donc voilà, ça fait un peu plaisir pour lui, qui n'avait pas fait de pick six depuis longtemps. Il met un pick six, mais il a quand même eu vachement de mal, hein, sur le match en règle Bah, en générale. même temps, il jouait De, Fry de- Fogel. Oui, non, mais le Sean Wade, problème, depuis le début de la saison, il justifie pas forcément son draft stock, hein. Ouais, Ça, il a- mais il y a quand même Freifogel. Enfin, en face, c'est Freifogel. Freifogel, cette année. Franchement, Freifogel et Wilson, c'était un gros duel de receveurs de cette année. on est d'accord, hein. C'était Mais un le, duel à le- le distance entre problème, Freifogel c'est et Garrett Wilson le, de le, Ohio State. Ouais. c'est vrai, mais l'année prochaine, ça sera Davante Adams ou j'en sais rien, Julio Jones, Michael Thomas, tu vois ce que je veux dire? C'est. non, il On prend pas de verra de Slent toute manière. non On plus, Michael verra. Thomas. Vas-y, toi. T'oses. Match suivant d'ailleurs. Tiens, Guigui, on va te garder parce que match suivant, c'était de la SEC. Florida qui se déplaçait du côté des Ogres de Vanderbilt. Guigui, comment s'est passé ce match? Peux-tu nous donner le score? Peux-tu nous dire pourquoi tu t'es fait dans ton pantalon à certains moments? Alors, le match, on le remporte 38-17. Mais au-delà du score qui montre une victoire quand même assez tranquille, on a excessivement galéré pour rester correct en première mi-temps.
C'est-à-dire qu'on arrive juste avant la mi-temps, on met un TD à 50 secondes de la fin, je crois, et du coup, à la mi-temps, on mène 17 à 10. Donc, vraiment eu du mal à se mettre en route, vraiment et les deux côtés du ballon, pour le coup, c'était pas. J'ai pas toujours forcément compris le play calling, mais ça, de toute façon, en défense, je suis pas le seul. Parce que j'ai vu des insights comme quoi, apparemment, Dan Mullen aurait envoyé une sacrée gueulante sur notre defensive coordinateur à Todd Grantham, parce qu'il en avait un peu marre de pas voir les meilleurs joueurs sur le terrain, mais de voir les plus âgés, on va dire. C'est un peu sa marque de fabrique, j'ai l'impression. Il fait pas jouer les meilleurs joueurs, il fait jouer les seniors. Donc c'est un peu chiant quand tes meilleurs joueurs, bah, c'est des freshmen. Et non, sinon, voilà, après, c'est ce que j'ai vu sur Twitter aussi, tu vois, c'est quand tu mets 580 yards d'offense, 38 points, et ta défense, elle tient l'équipe en face en dessous de 20 points, et qu'on appelle ça un match très moyen, bon, en vrai, moi, ça me va, tu vois. C'est vu ce qu'on a vécu pendant des années, on est devenu tellement exigeant avec les Gators, et à juste titre, parce qu'ils ont le niveau pour. On est devenu tellement exigeant qu'on se rend même plus compte que, bah, en fait, le match, on l'a gagné au final facilement, tu vois. Ouais, la première mi-temps a été chiante, ouais, c'était un match haché, il n'y avait pas forcément de rythme. Je pense à notre ami Paco qui a regardé quasiment son premier match des Gators ce week-end. Et bah ouais, c'était tombé sur le mauvais match, frérot. Et il y en a peut-être d'autres aussi hein, qui nous écoutent. Mais voilà, c'était pas un match sympa, c'est une victoire, on a fait le taf. Trask il finit à 26 sur 35, 383 yards et 3 TD. Donc sa série de matchs à 4 TD ou plus, malheureusement, elle s'arrête. On a un gros match de Kadarius Toney qui finit à plus de 100 yards d'un TD. Donc non, il a montré des belles choses. En défense, on a Kairi Lam qui met une interception à la fin du match sur une belle jump ball. En attaque, on a, comment il s'appelle? On a Trevon Grimes qui a encore cassé un œuf sur un DB. Ça commence à devenir assez récurrent, ça aussi. C'est plutôt sympa. Et dernière petite chose, je vais finir là-dessus. J'ai vu pas mal de commentaires comme quoi on ne pouvait pas être un vrai contender au titre parce qu'on n'avait pas de running game. Va falloir arrêter avec ça en fait parce que c'est juste faux. C'est juste pas vrai. On est à quasiment 140 yards, je crois, par match à la course. Donc je veux bien qu'on puisse pas courir la balle, mais c'est pas ce que montrent les stats en tout cas. Si je dis pas de conneries, on est à comment ça s'appelle? On est à peu plus de 4,5 yards par course depuis le début de la saison. J'ai retrouvé les stats là. Et ça, on est à 4,3 yards par course, c'est 144 yards par match. Donc on peut courir, juste comme nos forces elles sont dans les airs, bah, on se permet de moins courir, on va dire. Mais donc voilà, je pense que si le match un peu moyen qu'on a cette saison, c'est contre Vanderbilt, franchement, ça me va, quoi. C'est une équipe contre qui on n'a pas forcément besoin de pousser, de forcer notre talent. Donc maintenant, direction le prochain match et le choc, on va dire, contre Kentucky, qui ne sera sûrement pas un choc. Ah, et puis t'as raison. Et puis les gens, ils sont. Enfin, parfois, j'ai l'impression que les gens ne sont jamais contents. Tu sais, oui, il n'y a pas assez de jeu comme si. Oui, il n'y a pas assez. Tant que tu gagnes, tu gagnes. Et à un moment, C'est faut ça. arrêter. C'est le but du jeu aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Trace qu'on voit 3 touchdowns encore. Le mec, enfin, Il est on s'en quasiment à 400 fout, yards. quoi, du jeu à la course. Tant que vous gagnez, ouais, voilà. Tu vois? En plus, le jeu à la course, il est bon. C'est ça qui Oui, m'énerve, en fait, parce que oui, c'est on fait vrai. un calcul tout con. Hein. 4,5 yards par course. Si tu le fais 3 fois, tu es à 13 yards et demi. 13 yards et demi, chez moi, tu as un first down. Hein. Ah, c'est clair. En tout Donc, cas, victoire de Florida qui reste sur un bilan de 6 victoires pour une défaite en sec. C'est très très bien. Cincinnati qui se déplaçait du côté de UCF. Match assez serré, hein, victoire 36-33 de Cincinnati qui a pas mal galéré, il faut le dire. Ils étaient menés de 14-3 à la fin du premier quart-temps avant de se reprendre au deuxième. Les amis, qui a suivi ce match? Je vais être très honnête avec vous, Alors, j'ai vu que quelques brides. Voilà. moi, j'ai regardé un peu la fin du match, en fait. Et le score de 36-33, en fait, il pourrait y avoir plus. C'est juste que Cincinnati est à la fin du. Comment dire? Et ils sont en first and goal, quelque chose comme ça, dans les 5 derniers yards. Et ils font une course à l'extérieur, je crois, une pitch ou un truc comme ça. Et comment dire?
le running back de Cincinnati il s'arrête devant pour éviter de faire comme de Indiana Penn State ou le match par exemple des Falcons en NFL, de marquer et ensuite de laisser la possibilité à UCF de faire de marquer, de prendre un onside kick et donc de potentiellement essayer de revenir. Donc en fait, ça aurait pu faire, on va dire 36 plus 7, ça aurait pu faire 45-33, tu vois. Ce qui n'est pas forcément un match serré en soi à la fin du match. Comme tu l'as dit, Elio, ça a commencé mal pour Cincinnati, mais c'est la force des grandes équipes de réussir à prendre le taureau par les cornes et de se dire ok, vas-y, on sort les doigts et on va, on va chercher la victoire. Surtout face à UCF, qui est une équipe hyper intéressante. UCF, on l'avait dit dans le dernier match, enfin dans le dernier podcast, pardon. C'est une équipe qui a 5-3, mais qui pourrait très bien avoir une victoire face à Memphis, une victoire face à Tulsa aussi qui perdent récemment. Donc ils auraient pu très bien être à 7-0 en fait avant de rencontrer Cincinnati. C'est deux matchs qui perdent sur le fil. Donc à voir. Moi je trouve que UCF c'est une belle équipe et c'est une bonne chose pour Cincinnati d'avoir gagné. Dommage que UCF ne soit pas classé pour donner encore une fois. Cincinnati, c'est un peu mes chouchous pour aller en playoff cette année, de se dire, voilà, j'aimerais bien qu'ils y aillent. Et voilà, c'est un peu dommage pour Cincinnati de ne pas avoir battu une équipe qui était classée. Donc voilà. Enfin, de ne pas avoir battu UCF qui aurait été classé s'ils avaient gagné d'autres matchs. Donc, voilà. Et encore, ouais, je te laisse la parole tout de suite, Guigui. Juste encore une grosse prestation de Desmond Ridder, le quarterback de Cincinnati. 338 yards, 2 touchdowns à la passe, 2 à la course pour ce quarterback qui est clairement un dual threat, un athlète surtout. C'est ce qu'il était avant en sortant du lycée. Oui, Guigui. Moi, je vais aussi regarder pas mal le match. Je l'avais sur un double écran. Et moi, je suis moins. Comment dire, conquis par cette victoire de Cincinnati. Parce que même si, comme a dit Robin, UCF, ça reste une bonne équipe, malgré qu'il soit à 5-3. Cincinnati, ça va être quasiment leur match référence face à UCF, à quelque chose près, avec le match contre Memphis. Memphis qui est même plus classé maintenant, donc on verra ce que ça donne contre Tulsa. Mais je pense qu'ils ont joué quasiment l'équipe la plus forte de leur calendrier et qui ne s'impose pas avec plus de d'assurance, on va dire. Je pense que c'est pas une super opération en vue de leur course pour les playoffs parce que ils ont vraiment galéré, ils ont jamais été vraiment totalement sereins, tu vois. Juste pour preuve, il suffit de regarder le dernier snap du match où il reste 2 secondes et en fait ils veulent juste snapper la balle pour que Desmond Ridder pose un genou. Sauf que le snap il est dégueulasse et on passe à 2 doigts d'un. Enfin, il y a fumble du coup et on passe à 2 doigts que ça soit recouvert pour Cincinnati, pour UCF, pardon, et potentiellement remonter. Et là, s'il est remonté, c'est victoire UCF. Donc moi je suis un peu moins conquis par cette victoire. Ça reste une victoire, c'est le plus important évidemment. Mais je suis pas sûr que ça donne forcément une bonne impression en tout cas. Tu vois. Alors moi, je vais dire le contraire. Je vais dire le contraire par rapport à Guigui. Je trouve que c'est une belle victoire de la part de Cincinnati parce qu'ils ont réussi quand même à museler l'attaque un peu folle de UCF. Pour faire simple, ils ont fait perdre 150 yards à la passe et la moitié des yards au sol. Donc c'est quand même une sacrée performance de la part de la défense de Cincinnati. D'ailleurs, c'était lors de la prévue du match, pour moi, la question, c'était de savoir si qui allait prendre l'incendant entre l'attaque de UCF et la défense de Cincinnati. On a eu la réponse. Voilà, c'est les Bearcats qui, encore une belle victoire à leur CV. Et il y a tout ça qui arrive aussi derrière. Donc voilà, sait-on jamais. Sait-on jamais, maintenant que la Big 12 c'est officiel hors du coup, sachant que la Pac 12, on reviendra sur Oregon, mais ne se monte pas sous son meilleur jour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'y crois encore à Cincinnati en playoff. Eh bien, très bien. Après cet épisode Cincinnati, passons à North Alabama qui se déplaçait du côté de Brigham Young University. Brigham Young qui était à 8 victoires, 0 défaites, et bien désormais 9 victoires, 0 défaites. Victoire 66-14, très confortablement. Zach Wilson qui n'a tenté que 16 passes, c'est 4 touchdowns. Cash-in, quoi.
Et le bon running back de BYU, Tyler Allgeier, c'est 141 yards de touchdown avec seulement 13 portées. Voilà, donc pas de souci à se faire pour les Mormons parce que c'est une fac mormone. Du côté de l'Utah, Northwestern qui recevait Wisconsin en Big Ten. Ça aussi, gros match. Wisconsin a 2 victoires, 0 défaites et Northwestern 4 victoires, 0 défaites. Eh bien, on pensait tous que c'était le moment pour Northwestern de prendre leur première vraie défaite cette saison. Il n'en est rien, car ils se sont imposés sur le score de 17-7, un match assez soporifique avec je ne sais combien de punts, et il y avait la liste à un moment, c'était marrant. Graham Mertz, le quarterback de Wisconsin, ça a été un désastre, un touchdown, 3 interceptions. En face, Peyton Ramsey, tranquillement, 2 touchdowns, 0 interception. Il y a même eu une sorte de petit trick play avec le receveur Ray Ellis qui a lancé un ballon complété, 36 yards. Voilà, j'ai un peu regardé ce match. Et en fait, il y a pas mal. Enfin, on était plusieurs à le dire, parce qu'on faisait de live tweet avec The Trick Play, on était plusieurs à dire bon, on zappe 2 matchs parce que franchement, on se faisait chier, quoi. Voilà, pour parler crûment. Wisconsin. Un vrai match de Big Ten, quoi. Ah, C'est un vrai match avec 2 grosses défenses, donc c'était sûr que ça allait pas finir avec 40 points de chaque côté. Mais moi, je suis pas trop d'accord. Tu vois, moi, je suis pas trop d'accord avec toi, et là, dans le sens où c'était un match chiant. C'était un match défensif, et je trouve que le college football de nos jours, et quasiment même dans le football de nos jours, de temps en temps, c'est sympa de voir ça aussi, et pas de voir juste des attaques et 11 plots en face, et les mecs qui répètent leur jeu comme en entraînement. Là, on a vu 2 grosses défenses, 2 belles je suis défenses. d'accord. Et non, enfin, moi, je pense que Northwestern, en vrai de vrai, s'ils arrivent à un peu améliorer à pas améliorer leur attaque, parce que il y a quand même pas mal de déchets, je trouve, surtout à la passe, même si Ramsey fait un bon match, il finit à 23 sur 44 pour entre guillemets seulement 200 yards, donc ça fait du 5 yards par passe tentée, c'est pas exceptionnel non plus, mais cette défense peut poser des vrais problèmes, je pense, à Ohio State. Après, ça va être juste à savoir s'ils vont pouvoir quand même marquer des points pour garder le match intéressant. Parce que si ça fait comme. Parce que voilà, défensivement, ils pourront tenir. Offensivement, va falloir montrer un peu du mieux, quoi. Mais même si la défense de Wisconsin est une très très bonne défense, attention. En tout cas, Northwestern, 5 victoires, 0 défaites, qui sont en tête de la Big Ten avec Ohio State, bien entendu. Juste à mentionner que Northwestern, on les attendait cette année à quasiment n'avoir aucune victoire, ou peut-être une ou deux. Enfin, là, cette année, c'est incroyable. Moi, en tant que fan de Maryland, on s'est fait détruire par Northwestern en week 1. Alors, le score est énorme, ça c'est vrai, et ce n'est pas normal. Mais c'est vrai que maintenant, avec du recul, quand je vois ce qui se passe, je me dis franchement, en week 1, j'étais déçu de perdre face à Northwestern. Là, la défaite passe un petit peu mieux. Le score, toujours pas, mais la défaite passe un petit peu mieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, Northwestern qui était. C'est en train de se transformer en bonne défaite pour Maryland, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Là, tu vois, c'est une défaite qui a de la gueule, même si t'as pris une volée, t'as pas pris une volée contre l'équipe du coin, tu vois. Ouais, quand tu prends 40 pions, j'ai du mal à dire que c'est une défaite qui a de la gueule, quoi, même si tu joues contre. Je comprends ce que je veux dire, c'est que entre la défaite au lendemain du match et aujourd'hui, elle est plus compréhensible en tout cas. Ouais, mais écoute Baptiste quand il dit qu'une défaite de 40 points, ça n'a pas de la guelle parce qu'il va parler après, on va rigoler. Oh non, mais toi, mais quel horrible personnage. Et pour ajouter juste, pour une petite anecdote, Northwestern, il n'y a pas si longtemps, Northwestern était en Big Ten Championship en 2017. Donc voilà, est-ce qu'ils vont réitérer l'exploit? Nous allons voir ça. UCLA en Pac-12 qui se déplaçait du côté, tiens, Robin d'Oregon. Mais vous avez un peu galéré face à UCLA. Enfin, surtout la deuxième période, ils étaient à 2 doigts de vous faire chauffer les fesses, non? Alors là, tu peux le dire, on avait chaud au cul. Tout à l'heure, on parlait de je sais plus quelle équipe quand on disait ils ont gagné sans convaincre. Et c'est nous, salut. Oregon cette année, on gagne tous les matchs sans convaincre. On est à 3-0. On va parler de USC plus tard, mais pareil, ils gagnent sans convaincre. On est invaincu. On gagne 38-35 avec un Tyler Shaw qui fait 334 yards à la passe, ce qui est son carrière high, du coup c'est son plus gros total. Encore une fois, on chope Travis Dye, le running back, le frère de Troy Dye, qui finit avec 10 portées, 40 yards, mais aussi dans les airs, qui réceptionne bien la balle et du coup qui termine avec un touchdown. Donc ça, c'est plutôt positif dans ce sens-là.
Par contre, on s'est pas plaqué. Ça me saoule, on s'est pas plaqué. Franchement, les fondamentaux, ils sont pas faits. Enfin, on manque trop de plaquage, c'est pas possible. Et encore une fois, enfin, toujours les clés du match, c'est les plaquages et les turnovers. Et encore une fois, on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Il y a Cedric Verdell qui perd un fumble à la course. On fait aussi un. Non, il n'y a pas d'interception, il me semble. Non, il n'y a pas d'interception. Donc ça, c'est bien. Enfin voilà, on force pardon, un fumble et une interception. Et surtout une interception qui remenait pour un touchdown à la fin de la première mi-temps. Alors qu'à la première mi-temps, on perdait 24-21. Et en fait, on arrive à la mi-temps en gagnant 28-24, il me semble, grâce à un pick six avec 0 secondes restantes. Donc voilà, on a eu chaud au cul à la mi-temps. Et on a eu chaud au cul en fin de match où UCLA, il reste 1 minute 24. Et nous, on doit rendre la balle, on doit punter. Et ça fait que tu s'y allais à 1 minute 24 de temps mort, il me semble, pour remonter 70 yards, un peu plus que ça, un peu moins que ça. Et ils ont tellement remonté vite que j'ai prié pour qu'on prenne juste un field goal et pas le TD. Donc voilà, on force, comment dire, nous on force 4 turnovers de notre côté, que ça soit sur special team ou fumble des running backs par exemple. Ce qui nous permet en fait de rester dans le match. Et sans les turnovers, honnêtement, on fait 2 interceptions aussi. Sans les turnovers, on gagne pas ce match. Tout à l'heure, je trash talkie Baptiste en disant ils prennent 40 points, mais c'est. Enfin, voilà. Mais nous, on en a pris 35 en défense alors qu'on est censé avoir l'une des meilleures défenses du pays. En ayant perdu que Troy Dye à la draft, et on perd Javon Holland aussi. On perd quelques joueurs, mais sur le papier, on a quand même ce qu'il faut. Et c'est très très mauvais. Le seul point positif du match et de la saison en défense, c'est Noah Swell, le freshman, le linebacker freshman, qui s'est blessé en fait, et on n'a pas encore de nouvelles, mais il s'est fait rouler sur la jambe et on voit que sa jambe qui se tord. J'ai peur pour les croisés. Honnêtement, on aura plus de news lundi parce qu'il sera fait. Enfin, il aura eu des tests, etc. Il y a une nouvelle conférence de presse lundi. On aura plus d'infos lundi. Mais attention, on a déjà perdu Justin Flo, le freshman aussi linebacker. On va reperdre potentiellement un linebacker pour toute la saison si c'est confirmé pour Noah Swell, les croisés. Voilà, j'ai très peur pour la suite. Et tout à l'heure, on parlait aussi de Cincinnati en disant ils ont de la chance pour les playoffs. Pour moi, on n'a aucune chance d'aller en playoffs en jouant tellement peu de matchs, mais aussi en gagnant sans convaincre. On aura beau être à 7-0, si on sort pas les doigts, on finira à 7-0, mais on finira pas en playoff. Donc voilà, je suis déçu du match, j'ai sué, comme j'avais pas sué depuis un bon bout de temps. Et voilà, non, on a gagné sans convaincre. Et la semaine prochaine, on en joue Oregon State pour le Civil War, et on a intérêt à gagner parce que Oregon State, en fait, cette année, ils sont plutôt pas mal. Ils perdent, mais ils montent des choses. Donc voilà, trop rien à rajouter sur le match. Oregon State, Cal, c'était un bon match d'Oregon State, hein. Franchement, ça risque d'être sympa la Oui, semaine oui, prochaine. ils montent des belles choses, hein. Enfin, surtout là, ils ont gagné contre Cal et ils montent des belles choses, Oregon State. Moi, comment dire? Je peux pas dire ça honnêtement en étant pour Oregon, mais Oregon State, ils ont été plutôt. Enfin, c'est fun à avoir joué. Eh bien, très bien, merci mon Robinou. On passe à la Sunbelt avec Appalachian State qui se déplaçait du côté de Coastal Carolina. Un choc, et oui, un choc, car Appalachian State était sur un bilan de 6 victoires, 1 défaite, et Coastal Carolina, 7 victoires, 0 défaite. Eh bien, c'est une victoire de Coastal Carolina, 34-23, après un match un peu rocambolesque, un match surtout, une première période à s'endormir. Voilà, ça avançait pas des deux côtés, il y avait des bonnes défenses, hein, encore une fois. C'est vrai que Guigui fait bien de le mentionner, mais il y avait des vraies défenses. Vous avez un peu vu ce match. Alors, sincèrement, les yeux, par contre, il ne fallait pas le regarder. On s'aurait cru dans les années 80. La retransmission, c'est incroyable. Mais Mais qu'est-ce que vous... c'était que pour moi en fait la qualité. Ah non, 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 non. Et puis C'était on pour en... tout le monde. Ah ouais, et Ah puis oui. Ah on en non, c'est pour a... tout le monde, hein. J'en ai Et parlé ils avec... rentrent avec leur terrain bleu, leur machin, c'était bizarre. Ah ouais, Ah, c'est une dinguerie en fait. c'est Jean-Mi de Youngster Observatory qui m'a fait la remarque. Je lui ai dit, bah tiens, on a la même qualité, ouais, en effet. C'est tout bon. Bah écoute, pour Ouais, tout mais en le monde, fait, pareil. c'est ce terrain bleu dégueulasse, plus
plus ce soleil qui faisait réverb dessus, c'était immonde. Plus les maillots blancs d'Appalachian State, c'est vrai que c'était hyper dur à regarder, quoi. Ah, laisse tomber. Bon, bah du coup, vous avez pensé quoi de ce match, hormis cette fameuse retransmission? Victoire logique de Coastal Carolina. Appalachian State qui menait à la mi-temps, j'ai omis de le dire, mais 17 à 9 à la mi-temps pour Appalachian State, avant un revirement, et Appalachian State qui n'ont pu mettre que 2 field goals en seconde période, c'est tout. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'était un match. C'est le deuxième match de Appalachian State que je regarde et 2 ou 3 de Coastal Carolina, donc c'était assez cool. J'aime beaucoup toujours McCall, le QB de Coastal qui passe aussi bien qu'il court. Il fait un fumble sur le. Enfin, il y a un fumble, etc. Enfin, pour moi, Coastal Carolina doit gagner de plus de points que ça. Et il termine le match, ça fait 27-23 en fait quand il reste 1:30 à jouer. Appalachian State en 4 et 22 doivent tenter une longue passe et c'est retourné sur un pick six, d'où le score de 34-23. Mais dans les faits, c'est un peu plus serré que ça. Franchement, j'ai bien apprécié le match. Ça courait bien des deux côtés. Il y avait, Appalachian State, c'est toujours une équipe assez sexy à regarder. C'est pas pour rien qu'ils sont classés assez souvent dans le top 25. Et la Sun Belt, c'est toujours assez fun. Enfin, la semaine dernière, c'est Baptiste qui disait que la Pac-12, c'était une conférence fun à regarder. Voilà, Sun Belt, c'est pareil. Enfin, c'est hyper cool. Appalachian State finissent avec 204 yards, donc plutôt cool hein, à la course. Et Coastal avec 169. Moi, c'est un match que j'ai beaucoup apprécié regarder, même si c'était pas forcément la meilleure retransmission possible. Eh bien, très bien, et tu as bien fait de donner le nom de Grayson McCall, parce que Michael, ouais, c'est vraiment un quarterback à suivre. Il est très, très, très bon, les amis. N'hésitez pas à aller voir quelques tapes. Big 12, Kansas State qui se déplaçait du côté d'Iowa State. Victoire écrasante d'Iowa State, 45-0. On en avait parlé en preview, on s'attendait à un match quand même un petit peu plus serré. Mais là, voilà, ils sont baladés tranquillement, les Cyclones, hein, avec Brock Purdy, 3 touchdowns. Bryce Hall, le running back star de l'équipe, 135 yards, 2 touchdowns. Et puis Xavier Hutchinson, surtout le receveur, 6 réceptions, 111 yards, 1 touchdown. Trop rien à dire, Baptiste. Quand même, ça reste une bonne gifle hein, pour Kansas State. Enfin, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Ah non, c'est une équipe qui monte en puissance, tout simplement, quoi. Comme un peu une prochaine équipe quand on va parler dans pas très très longtemps. Une équipe qui est de plus en plus forte cette année et qui vient de quasiment valider son billet pour la finale de la Big 12. Voilà, c'est efficace, c'est dur en défense. Brock Purdy a fait un super match, peu de déchets. Enfin, voilà, du jeu au sol pour permettre d'avancer, pour faire bouger les chaînes, et voilà, du jeu au sol, du jeu à la passe pour avec des tight ends, Hutchinson notamment, et bien sûr Charlie Collard, mais un peu moins utilisé cette fois-ci. Donc non, c'est une super équipe de foot. Matt Campbell, on sait, hein, c'est un super coach, et il le confirme. Pour la petite anecdote, ça pourrait être le premier titre de conférence d'Iowa State depuis quasiment 100 ans, je crois. Voilà, c'est une équipe qui n'est pas habituée au succès, hein, donc les Cyclones, donc une saison vraiment, vraiment très très bonne. La seule défaite, hein, c'était contre Oklahoma State dans un match relativement serré. Donc voilà, donc pas perdre alors, malheureusement, ils ont perdu leur premier match de la saison de façon un peu catastrophique, mais voilà, c'est une équipe qui est de plus en plus forte, et à mon avis, c'est même l'équipe la plus forte de la Big 12 à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Batou. Du côté de la SEC, Mississippi State qui se déplaçait du côté de Georgia. On prédisait tous la victoire de Georgia. Alors, victoire 31-24 de Georgia. Et Georgia, on fait jouer JT Daniels. Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, ce quarterback, mais depuis le temps qu'on en parlait dans les épisodes, franchement. Et ben voilà, et ben quand tu fais jouer Daniels, ça se passe bien. T'as pas de problème en attaque, parce que Daniels, c'est 401 yards, 4 touchdowns, avec seulement 38 passes tentées. Enfin, seulement, avec 38 passes tentées. En face, on avait Will Rogers, KG Costello, donc qui est définitivement sur le banc jusqu'à la fin de la saison du côté des Bulldogs. Rogers a un touchdown, 0 interception, mais a 52 tentatives de passe, donc c'est encore du Mike Leach, hein, on connaît. Mais voilà, juste un petit mot pour Georgia et Kirby Smart. Tu vois, quand tu veux faire jouer Daniels, tu gagnes, mec. Je Et pense tu que mets sa des fille, points. la fille de Kirby Smart, elle l'a enfin quitté JT Daniels et du coup, Grave. il peut jouer.
Grave. Et Guillaume, vas-y, lâche-toi. Non, je vais pas me lâcher, je suis pas me lâcher. Et juste, pour le coup, moi j'ai regardé le match, je l'avais en double écran, celui-là aussi. Et j'aimerais juste quand même, juste pour remettre vite fait les choses dans leur contexte, Mississippi State, ils se sont déplacés avec 49 joueurs, ok, au lieu des 85 habituels. Ils avaient la moitié de leur équipe qui était absente. En défense, tu avais des walk-on et des mecs qui, normalement en troisième team qui ont starté parce qu'ils avaient des problèmes je crois que c'était entre les Covid, les blessures, machin. Ils avaient une équipe totalement asséchée. Je trouve pas les mots, mais c'était la galère pour eux, notamment défensivement. Et pourtant, ça gagne que de 7 points. Donc, ok, Daniel, il fait un bon match. Si vous avez vu le match, vous avez peut-être vu qu'il y avait beaucoup des yards. D'ailleurs, sur les 401, il y en a quasiment 200 pour Burton, où c'est vas-y, je ferme les yeux, Burton doit être par là. Alors, Burton fait le match de sa vie, il finit à 200 yards de TD en 8 réceptions. Mais personnellement, moi, je ne suis pas conquis. C'est un bon premier match. Pour le coup, il a eu de la chance d'avoir une aussi faible opposition en face, juste en termes de défense. Mais j'attends encore de voir pour J.T. Daniels parce que je vois beaucoup de monde bien je vois beaucoup de sûr. monde s'enflammer. Je Premier ne parle pas que match, pour toi, premier pas que pour match. toi. Mais je vois beaucoup de monde s'enflammer. Oui, c'est normal, il fait un bon match, tu vois. Il fait un bon match. Quand tu finis à 400 yards, 4 TD, tu fais un bon match. Mais il faut aussi voir ce qu'il y a en face parce que quand tu joues contre des troisième teams et des walk-on, faut remettre aussi un peu dans la valeur. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, je suis pas un expert loin de là. Très peu de lecture. C'était première pré-snap, il savait déjà à qui il envoyait et souvent il avait tendance à, je trouve, loquer dès qu'il avait la balle en main là où il regardait. Enfin, loquer le receveur à qui il allait faire la passe et il faisait la passe. J'ai pas vu tant de lecture que ça, alors que ça aurait pu être le match pour le faire, vu la pauvreté de l'effectif en face. Et malgré tout ça, ça gagne que de 7 points. Je trouve pas que ce soit un match vraiment rassurant pour Georgia. C'est rassurant dans le sens où ils ont enfin un QB qui font un bon match. Ça, d'accord. Mais je trouve qu'il n'y a rien de rassurant là-dedans pour Georgia. Donc on verra ce que ça donne sur les prochains matchs. Faut aussi rappeler du coup que Mississippi State avait 0 tape de JT Daniels à Georgia. Donc ça compte dans la préparation, forcément. Mais ouais, on verra ce que ça donne contre. Après, il leur reste que des matchs en mousse. Hein. Il leur reste South Carolina sans leurs deux meilleurs corners. Et il leur reste Vanderbilt. Donc bon, ils devraient win out assez tranquillement. Et de toute façon, ils n'iront pas au championship game parce qu'ils ont perdu contre Florida et contre Bama. Mais moi personnellement, j'aimerais bien qu'ils soient bien classés et qu'ils jouent une bonne équipe en bowl game pour vraiment commencer à voir ce que ça peut vraiment donner de JT Daniels. Parce que je pense pas qu'on le verra sur la fin de saison. Ouais, mais là, t'es un peu dur avec un mec qui a quand même pas joué depuis un an, qui s'est fait des croisés. Enfin, t'es quand même dur, quoi, Guigui. Enfin, le mec, c'est son premier match, il te met 4 touchdowns, 0 inter. Alors peut-être que oui, c'est pas un bon ajusté, match. tout ça. Mais le gars, C'est un depuis bon match. combien de temps il a pas joué? Il a eu sa blessure, il y a quand même Il plein de s'en facteurs quand qui rentrent en cours de route. Donc, on ne peut pas le juger maintenant, tu vois, bien sûr. Mais... Et juste que je dise que bon, après, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que je suis le premier à m'enflammer pour un rien. Mais s'enflammer sur ce match-là, je pense que c'est pas forcément la bonne. Enfin, c'est un peu Non, tôt. mais il y a quand même plus de hype que Stetson Bennett. On va rester là-dessus. Soyons honnêtes. En même temps, c'est dur, hein, Bennett. Ah ouais, ah ouais. Du côté de la Big 12, c'est vrai que c'est dur. Du côté de la Big 12, eh bien, bon, on a essayé de repousser ce match plus loin pour pas faire de mal dès le début de l'épisode. Merci. Baptiste, en tout cas, ce que je dois te dire de la part de l'équipe avant de démarrer cette review, c'est que t'aime, Baptiste. on t'aime. On a tous C'est gentil, les gars. on a tous vécu ces moments-là. On est méga hypé par une rivalité, mais parce qu'on sait qu'on peut faire quelque chose dans cette rivalité. Et puis, le lendemain, c'est le mal de crâne. Voilà. On a tous vécu ça. Tu l'as déjà vécu auparavant. Tu connais. Patatras. On est navré, en tout cas. Vas-y, c'est à toi. Voilà, c'est tout. Non, que dire, hein, j'arrivais plutôt confiant dans ce match, hein, parce que la défense et l'Oklahoma State était meilleure que les années précédentes. Oklahoma semblait moins fort que les années précédentes. Puis finalement, c'est toujours le même refrain, hein,
Tu repars avec une valise de points et tes illusions que tu avais engrangées pendant toute la saison, bah, elles ont éclaté en morceaux, quoi. Là, au moins, ça n'a pas duré trop longtemps. C'est-à-dire que 21-0 au bout de 9 minutes de jeu. Donc voilà, au moins, les illusions n'ont pas duré trop longtemps, c'était cool. Que dire? Ben, voilà, McGundy, encore une fois, je sais pas, mal coaché, mal préparé son équipe. J'ai trouvé l'attitude des Sooners beaucoup plus digne d'un match de rivalité. Enfin voilà, il y a eu, on les sentait plus concernés. C'est terrible à dire, mais alors j'ai tweeté pendant le match que OU en avait un peu rien à foutre de nous par rapport à Texas. Alors c'est probablement vrai, hein, mais ça se ressent pas sur le match en tout cas. Je trouve qu'ils ont pris le match avec comme ils devaient prendre un match de rivalité, c'est-à-dire tambour battant, premier drive parfait, euh, directement après un free and out de la défense, deuxième drive touchdown, deuxième drive de la défense interception. Enfin voilà quoi, c'est comme ça qu'on doit rentrer dans un match de rivalité, enfin n'importe quel match de college football, hein, bien sûr, mais notamment un match de rivalité pour montrer qui est le patron. Et voilà, c'est cette attitude-là que j'attendais de la part d'Oklahoma State, et bah, finalement c'est Oklahoma qui a montré ça sur le terrain. Après, que dire, on a tenté des trucs, on a bench Spencer Sanders pour Lingworth, ça n'a rien donné du tout. Enfin, je crois qu'il finit à 5 sur 22, enfin voilà, des stats absolument affreuses avec des passes complètement loupées. Je peux pas lui en vouloir, hein, c'est un true freshman. La défense d'Oklahoma est est bien meilleure qu'elle a été. L'offensive line d'OSU est ravagée par les blessures et même pendant le match, on perd Jennings, notre meilleur élément. Du coup, ça doit faire un jeu de chaise musical où Seals doit passer tackle alors que c'est plutôt un guard. Enfin, je vous passe les détails, mais voilà, j'en avais déjà parlé, hein, que l'offensive line était la clé du succès et que voilà, parce que trop de blessures allait forcément faire que bah, ça allait être moins forte et ça a été le cas. Voilà, moi j'en veux pas du tout aux joueurs. Je pense que c'est un problème de coaching et de préparation. Et même ça va même plus loin, quoi. On sait qu'Oklahoma recrute beaucoup mieux qu'Oklahoma State. Et donc sur le terrain, il y a il y a une classe d'écart et ça s'est ressenti. Euh, Surtout au niveau je pense au niveau des receveurs. Marvin Mims, le true freshman, fait un match très très bon. Theo Wiz aussi. Enfin, il touche. Je crois qu'il se connecte avec 10 receveurs différents, pardon, pendant le match. Enfin, Stevenson au sol fait un gros chantier. Enfin voilà. Donc alors que nous, il y avait rien. Voilà, c'est compliqué parce que je suis pas sûr qu'il y ait qu'on ait appris grand chose sur Oklahoma State pendant ce match-là, enfin, mis à part que bah, il faut mieux recruter, quoi. Parce que quand il y a un déficit de talent, il n'y a pas 150 000 solutions. Soit vous les battez dans l'adversité, dans l'intensité, quoi. Ça n'a pas été le cas. Soit vous les battez dans le coaching, et ça n'a pas été le cas non plus. Donc voilà, donc je ressors. C'est dur, hein, je ne sais pas si ça se ressent à ma voix, mais on est tellement loin d'Oklahoma, c'est terrible. Et chaque année, c'est la même chose, quoi. Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression d'être, toute proportion gardée, hein, j'ai l'impression d'être Michigan avec Ohio State, quoi. Chaque année, on a l'impression qu'on est proche, et en fait, on est de plus en plus loin, quoi. Et là, il n'y a rien à dire, 41-13. Je pourrais râler sur l'arbitrage, sur l'interception, qui n'en est pas vraiment une. Je pourrais râler, je sais pas, sur. Mais en fait, il y a pas photo, quoi. Il y a une meilleure ligne, il y a deux meilleures lignes. Il y a un meilleur quarterback, il y a des meilleurs receveurs. Alors, coureur, je sais pas, parce que Chuba Hobart est blessé cette saison et c'est un peu compliqué pour lui. Mais c'est dur, hein. Franchement, celle-là, elle fait mal, hein. Je m'étais hypé de fou. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, bah, la saison n'est pas terminée. On est à 5-2. Il y a trois matchs faciles, entre guillemets. Il y a TCU, Texas Tech et Baylor à jouer. Voilà. On peut finir sur un 8-2 qui sera tout à fait correct, hein. Jouer un beau bowl. Pourquoi pas jouer North Carolina ou Arkansas, ça me plairait bien. Dans un bowl, ça pourrait être cool comme match. Voilà. Après, du côté des Sooners, bah, on va peu parler des Sooners, hein. C'est un très bon match de leur part. On sentait une montée en puissance sur les dernières semaines. Alors, du côté des fans d'Oklahoma State, ils disaient oui, mais ils ont joué que Kansas, ils ont joué que Texas Tech, c'est normal, etc., etc. Bah, ils ont joué nous, ils nous ont dépecé. Donc voilà, Oklahoma revient en forme et j'ai quand même le supporter neutre que j'essaie d'être de temps en temps a quand même hâte du possible final de la Big 12 entre Oklahoma et Ohio State parce que ça risque d'être un super match de foot. Donc voilà, je suis très déçu ce matin. Euh, voilà, pour 90 victoires d'Oklahoma, 17 victoires d'Oklahoma State dans la rivalité. Voilà, ça fait mal, c'est les stats, elles sont comme ça.
Voilà, ça va pas me changer, ça va pas me faire changer d'allégeance ou quoi que ce soit. Je resterai un fan des Cowboys, loyal and true, comme disent l'alma mater. Donc voilà, ça va pas changer, mais c'est vrai que ça fait mal. Hein. Ouf, ça fait mal. Et on te comprend, notre Baptiste. On est bon, bah voilà, on est désolé. En tout cas, je te cache pas. On est là pour toi. Ouais. Non, mais il y a toujours ce côté rageant quand même, enfin, le démarrage du match, pour avoir regardé tout le match, mais surtout le démarrage, il y a toujours ce côté rageant où tu te dis, mais t'es fan, t'es un peu, t'as pas de pouvoir et tu te dis, mais putain, les mecs, battez-vous, quoi. C'est une rivalité, c'est le moment, battez-vous. Et tu les vois, genre, t'as l'impression qu'ils sont totalement attentifs, quoi. Attentifs, qui sont Apathie. complètement apathiques, ouais, exactement. Enfin, bref. Ah non, c'était hyper frustrant. Et puis, enfin, tu vois, ce qui est le plus frustrant dans cette rivalité-là, c'est que il y a des rivalités qui sont où tu sais qu'il y a une équipe qui est meilleure que l'autre. Je pense à la Civil War, par exemple, où tu sais qu'Oregon est quand même, enfin, en tout cas récemment, est quand même meilleur qu'Oregon State. Bah, Oregon State a réussi à en gagner en 2017 ou 2018, je sais plus. Robin, rappelle-moi, mais assez récemment, quoi. 2016, il me semble. Ouais, On prend 300 yards à la course, un truc comme ça. C'était un match ouais, où c'est ça, ouais. il pleuvait, mais tellement. C'est Ryan Nall. Bref, je vais pas épiloguer, on n'est pas là pour ça. Mais Je ouais, suis désolé de te ramener des mauvais souvenirs. en plus, c'était un match, c'était horrible. Donc voilà, Baptiste, il a dit si moi je dois être en dépression, tout le monde va l'être. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est très frustrant, c'est que on sait très bien qu'il y a toujours une équipe qui est censée être plus forte que l'autre dans les rivalités, mais en fait, dans Bedlam, t'en fous, c'est toujours Oklahoma qui gagne la sortie, quoi. Donc voilà, c'est assez chiant d'être dans cette rengaine-là. Et voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on va garder Gundy qui fait un complexe d'infériorité? Alors, il peut dire ou non, mais Lincoln Riley, il a encore coaché. Enfin, c'était incroyable. Là, le touchdown, c'est sur la réception de Jeremiah Hall. Le call, il est parfait. L'exécution, elle est parfaite. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, donc je suis quand même très pressé de voir Lincoln Riley signer en NFL. Comme ça, je serai un peu débarrassé parce que c'est vrai que ça commence à être lourd. Le fossé a l'air de se creuser de plus en plus. Et c'est ça qui est frustrant en fait. On sent que c'est un peu ce train qui part, qui part de la gare et qui accélère petit à petit. Et vous courez à côté, mais vous avez beau courir, ils sont motorisés, donc vous ne rattraperez jamais. Quoi. Voilà, c'est très frustrant. Je suis très blasé, mais voilà, j'espère que l'équipe va rebondir. Voilà, au rayon des petites rumeurs, Rodarius Williams, le cornerback, qui a fait encore un très bon match. Hein. Il se fait manger sur une réception de Mims, mais en dehors de ça, il est très très bon. A tweeté un truc énigmatique. Est-ce que il opt out pour la fin de la saison pour se consacrer sur la draft? En soi, je peux pas vraiment lui en vouloir. Qu'il a le chopé des millions. Enfin voilà, c'est le statut d'adjudant athlète que je critique là, plus que la décision du bonhomme. Donc voilà, s'il a besoin d'aller prendre les dollars, qu'il aille prendre les dollars. Et puis voilà, on fera ça, c'est pas grave. Voilà, donc bon. Un dimanche 22 novembre un peu complexe. Donc voilà, comme je disais sur Twitter, est-ce que la vie vaut-elle d'être vécue? Je ne sais pas. En tout cas, c'est dur. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à aller sur la bio Twitter de Baptiste de Lonesome Cowboy où il aura placé son GoFundMe pour lui envoyer de l'argent. Voilà, voilà. USC qui se déplace du côté de Utah. Qui se déplaçait, c'était à 5h du matin, je crois. Victoire 33-17 de USC. Sans vouloir faire le malin, je l'avais prédit, les amis. Je l'avais prédit, Utah, ça allait pas être la folie. Ce match, ça allait pas être la folie non plus. Enfin, USC non plus. Quelqu'un a vu des bribes de ce match? J'avoue que c'était l'heure à laquelle je suis allé me coucher, personnellement. Bah, à Moi, USC a c'est fait le l'heure à taf laquelle je encore me une suis fois. réveillé. Voilà. Et oui, Guillet. Non, je disais juste que, enfin, encore une fois, USC a fait le taf, ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir une victoire. Là, ils gagnent de 16 points, donc avec un peu plus tranquillement, on va dire, même si ça s'est joué en deuxième mi-temps où ils ont juste shut-out à l'attaque de Utah. Mais voilà, c'est encore une victoire. Ouais, c'est C'est vrai. pas la plus belle, certainement, hein, mais ça reste des victoires, comme a dit, je sais plus qui dit ça tout à l'heure, excusez-moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui. C'était moi. Et voilà. Bah, Trois. comme a dit le beau Elio, Oh, mais ça va c'est pas. voilà, c'est des victoires,
il n'y a pas forcément la manière, mais il y a le résultat. Quoique, j'ai envie de dire, quand même, ce match-là, il y a quand même plus, entre guillemets, plus la manière. Avec un bon match de Keldon Slovis, qui finit à 264 yards de TD, une inter. Voilà, c'est Ouais, un bon match. 3 victoires, 0 défaite pour USC cette saison, C'est ça. quand même, qui ont le bilan, en effet, qui ont le bilan. Et on passe le coucou à Charles de USC France sur Twitter. Allez le suivre. Liberty qui s'est déplacé du côté de North Carolina State. Liberty, eh bien, première défaite de la saison. Liberty qui est à 8 victoires, 0 défaite, eh bien, une défaite. On avait dit que ça allait être un match serré, ça a été le cas. Victoire 15-14 d'NC State. Donc vraiment serré. Et il y a eu un petit fait de match, les gars, non? Ouais, ça se joue sur un field goal bloqué à 1 minute 20 de la fin par NC State, qui aurait pu donner l'avantage de 2 points à Liberty. Mais malheureusement, voilà, field goal bloqué. Un peu à l'instar, on en parlera peut-être très rapidement tout à l'heure, mais du match Arkansas face à LSU, où le field goal d'Arkansas pour la victoire est contré à la dernière seconde. En tout cas, première défaite de Liberty. NC State, on le disait, il y a un moment où ça pouvait péter face à des équipes du Power 5. Il y a un moment où ça pouvait péter. Et puis, voilà, c'était ce match en field goal bloqué. Tennessee qui se déplaçait du côté d'Auburn. Juste, Ouais. Elio, pour paraphraser un grand poète du podcast, j'ai envie de dire Shea pour Liberty. J'en avais pas parlé jusqu'à présent et on parle pas trop politique et ce genre de choses. Mais voilà, je suis quand même content qu'ils aient perdu un match cette saison pour toutes les valeurs qu'ils véhiculent en tout cas. Et je trouve assez marrant qu'une fac assez à cheval sur le code de conduite de son université embauche quelqu'un qui paye quand même de la coke et des putes, grosso modo, hein, pour lorsqu'il était à Ole Miss. Voilà, je referme la parenthèse chez Liberty. C'est tradition, ça, Oli. Baptiste, il n'a plus rien à perdre aujourd'hui. C'est la foot là. Merci pour cette parenthèse. En tout cas, ouais, c'est vrai. Si vous voulez rentrer dans les détails de Liberty, allez juste voir ce que prône un peu la fac. Voilà. Allez voir ça et vous comprendrez. Tennessee qui se déplaçait du côté d'Auburn en SEC. Victoire 30-17 d'Auburn face à Tennessee. Alors là, j'ai regardé, pareil, quelques bribes du match. Tu sais, genre, je jette un œil juste pour me dire, il y a combien Tennessee-Auburn. Mais bon, victoire plutôt confortable d'Auburn. Et puis... rien à Qui rajouter. fait de match le pick 6 de 100 yards de Smoke Monday. Oui, exact. Mais sinon, ouais. Voilà, de 102 yards pour être exact, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, c'était pas le match de la soirée, loin de là. D'ailleurs, croyez-le ou non, Smoke Monday, oui, c'est vraiment le nom d'un joueur. Voilà. Aussi simple que ça. Eh bien, on a terminé ce top 25. Les amis, rapidement, on va vous présenter, on va vous donner les autres résultats de la semaine dans le Power 5, et puis on terminera là-dessus. Déjà, donc on repasse en Big 12 avec du coup les victoires d'Oklahoma et d'Iowa State. Eh bien, Texas-Kansas devait se jouer. Ça a été annulé en raison du Covid. Voilà, aussi simple que ça. Ça aurait pu être une victoire pour Texas. C'est dommage pour les Longhorns. Du côté de l'ACC, on avait un match vendredi soir entre Syracuse et Louisville. Victoire 30-0 de Louisville. Alors là, Syracuse, c'est une défaite. Une victoire, 8 défaites cette saison. On a notre pote de Syracuse France, Alex, qui ont fait des gros bisous, qui était un peu en dépression. Voilà, autant se dire les choses comme ça. Donc pas mal de problèmes d'SOS. Enfin, c'est pas drôle, on rigole pas de ça, mais pas mal de problèmes plutôt de dépression ce week-end parmi la sphère des communautés françaises NCAA. Virginia Tech qui se déplaçait du côté de Pittsburgh. Victoire convaincante 47-14 de Pittsburgh. Convaincante et surprenante à la fois. Kenny Pickett de touchdown, 404 yards, le quarterback de Pittsburgh. Robin, tu fais des bisous à Pittsburgh? Ça fait plaisir, je fais des bisous. Je fais des gros bisous. Voilà. Et ça pue pour Justin Fuente à Virginia Tech. À mon avis, là, c'est terminé pour lui. Ouais, il y a des chances. Et il y a beaucoup de chances même. Virginia qui se déplaçait du côté qui recevait Abilene Christian, donc une FCS. Victoire 55-15 logique de Virginia avec un très solide Brennan Armstrong. J'aime bien vous en parler de ce quarterback, le quarterback gaucher, avec 383 yards à la passe, 4 touchdowns, mais aussi 52 yards à la course. Voilà.
Gros match, et on fait des bisous à notre pote de Virginia France aussi, pareil, qui se démène pour faire des live tweets face à Abilene Christian et qui est toujours présent. Donc voilà, comme d'hab, gros bisous à toi. Et puis belle victoire. Liberty qui se déplaçait du côté d'NC State, voilà, on l'avait prévu. Et puis à noter, il y avait un Clemson-Florida State qui devait se jouer et la décision a été prise peut-être 2-3 heures avant le coup d'envoi que le match ne serait pas joué. Alors pour des histoires de... c'est quoi l'histoire? C'est un joueur de Clemson qui aurait été qui C'est aurait eu un des membre. symptômes. En fait, c'est Un un membre. membre de la ligne. Non, c'est un mec de l'offensive line qui était symptomatique, enfin qui avait des symptômes pendant la semaine, mais qui était contrôlé négatif et qui a pris l'avion et qui a été contrôlé positif le vendredi, au moment du déplacement hein, pour affronter donc FSU. Et donc FSU a refusé que le match se joue. Pour ce que je peux comprendre, hein, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, Et puis, ouais. Et puis, ça aurait été une victoire pour Clemson, hein, qu'on se le dise, et une valise pour FSU. Mais c'est vrai que voilà, faut pas jouer avec le Covid. D'ailleurs, en parlant de ça, Oklahoma State, enfin du côté de Norman à Oklahoma, les tribunes ridicules. Autant de gens au même endroit, ridicule de chez ridicule. Mais bon, voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de Covid aux États-Unis. Du côté de la Pac-12, Oregon, donc la victoire limite face à UCLA, et Oregon State, on en a parlé tout à l'heure, qui ont remporté leur match 31-27 face à California. C'est quand même une belle surprise hein, pour Oregon State. Les Beavers, tu nous disais, Robin, pas mal. Toi aussi, Baptiste? ouais, moi c'est le match de 21h30 que j'ai maté, pour être honnête. Parce que j'ai toujours, enfin, comme je le répète à chaque fois, j'ai une tendresse particulière pour la Pac-12 et notamment pour Cal. Donc c'était un match super sympa qui s'est joué sur les derniers moments. Et un bon duel de quarterback entre Chase Gabbers de Cal et Tristan Gebbia pardon, d'Oregon State. Voilà, ça s'est joué à la toute fin avec une interception des Beavers voilà, pour sceller la victoire. Donc c'était un super match dans un temps, il faisait pas très bon à Corvallis, mais voilà, c'était un super match de Pac-12 comme on aime. À noter, c'était voilà, Crawford, j'avais perdu son nom, Crawford, le receveur de Cal, qui sort un gros match avec plus que 140 yards et un TD. Donc voilà, c'est cool. Moi j'aime bien la Pac-12, donc je ne répéterai jamais assez. Et ouais, juste pour suppléer Baptiste encore une fois, je suis assez d'accord avec ce que Baptiste dit. En fait, le prochain podcast, je serai pas là. Ce sera Baptiste qui parlera pour nous deux. Non, Oregon State, ils m'ont fait bonne impression. J'ai bien aimé. J'ai regardé en replay parce que je regardais. Enfin, j'ai plutôt regardé les highlights, pas forcément les replays, mais comment dire, comme je regardais Oregon à cette heure-ci, Cal Oregon State, franchement, ça m'a plu. C'était un bon petit match. Et ouais, là, comment dire, belle performance d'Oregon State, donc à voir. Ils ont perdu contre Washington en début de saison, mais ils ont perdu de peu. En fait, à chaque fois, ils perdent de peu et ils montrent toujours des belles choses. Donc à voir pour la semaine prochaine, ça va être un beau match. J'espère que Baptiste regardera, comme ça il pourra faire le débrief à ma place. Voilà, Baptiste, tu as du boulot cette semaine. Arizona qui se déplaçait du côté de Washington. Les Wildcats qui ont été battus hein, par les Huskies de Washington, 44-27. Grande Gunnell, encore un gros match. Hein, le quarterback d'Arizona, le freshman, 3 touchdowns, 0 interception. Non, c'est pas un freshman, je dis des bêtises, mais le sophomore. 3 touchdowns, 0 interception tout de même. On en avait parlé de Grande Gunnell à plusieurs reprises. En face, c'était Dylan Morris aux commandes avec 2 touchdowns, 0 interception. On avait parlé pendant la pré-saison de la bataille entre Dylan Morris et Jacob Simon pour reprendre le poste de Jacob Eason, parti du côté d'Indianapolis en NFL lors de la dernière draft pour Washington. Et puis c'est Morris qui a gagné le job, Simon qui a quand même lancé un ballon. Voilà. Mais les Huskies à surveiller, il ne faut pas les oublier, ils sont en Pac-12 aussi. C'est intéressant d'aller les suivre. Et puis la petite victoire de USC face à Utah. On passe tout de suite à la Big Ten. En Big Ten, on avait déjà un match dans la nuit de vendredi à samedi. Purdue qui se déplaçait du côté de Minnesota. Et bien Minnesota qui dominait bien ce match en première période avant d'un peu dégringoler sur la fin, mais victoire tout de même, 34-31 pour Purdue. On a eu quand même encore une fois un gros match de la paire. On a eu un gros match de Mohamed Ibrahim, plutôt le running back de Minnesota, 3 touchdowns, 102 yards, voilà, comme d'habitude. Tanner Morgan, c'est catastrophique, le quarterback de Minnesota. Enfin, on voulait juste passer là-dessus.
Voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'il régresse autant en une année. Et il y a une draft à la fin de la saison. Est-ce qu'il va passer le 7e tour? Il y a de grandes chances. À noter, Elio, que le match se joue grâce aux arbitres, hein, sur une offensive pass interference complètement inexistante qui fait que Purdue perd le match, alors que bon, c'était TD pour eux et victoire à la sortie. Enfin, complètement honteux le call C'est des ça, arbitres. c'est honteux. Et Manti Te'o, la meuf de Manti Te'o et le call, c'est la même chose, ça n'existe pas. Typique gratuit à Augustin. C'est parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Regarde pas l'équipe de France, Gus. Hein. Il y a Illinois qui se déplaça du côté de Nebraska. Eh bien, Nebraska, encore une défaite avec cette victoire 41-23 inattendue d'Illinois. Gros match des Fighting Illini. Enfin, voilà. Personne ne s'y attendait, très concrètement, autant se dire ça comme ça. Il y a un très bon touchdown de Brandon Peters, le quarterback d'Illinois, qui était à quarterback à Michigan avant, que je vous invite à aller voir. Trop rien à redire, juste Nebraska, c'est toujours autant décevant, malgré des quelques classes de recrutement, pas si mal, hein, mais voilà, rien à redire sur ce match. Et belle victoire d'Illinois, surprenante au passage. En parlant de victoire qui est surprenante, enfin en tout cas d'équipe surprenante, c'est plutôt Penn State qui nous surprennent de semaine en semaine avec une nouvelle défaite, 0 victoire, 5 défaites pour les Nittany Lions qui se sont inclinés sur leur propre terrain face à Iowa, 41-21, surclassé encore une nouvelle fois Penn State. C'est le feu. Est-ce que James Franklin va se faire virer sincèrement? Juste ça, oui ou non? Non, pas cette année. Mais on pourra en faire un débat sur une autre émission si vous voulez, mais à mon avis, pas cette année. En tout cas, Penn State. Merci Guillaume. Vas-y Guillaume, envoie-en un s'il te plaît. Merci. Voilà. Bref, 0 victoire, 5 défaites. Et belle victoire d'Iowa qui continue quand même sur leur bonne lancée. Michigan qui se déplaçait du côté de Rutgers. Michigan, ça fait être la catastrophe industrielle une nouvelle fois. Et finalement, ils se sont imposés sur le fil, 48-42. À deux doigts de la catastrophe, il a fallu mettre un nouveau quarterback du côté de Michigan en cours de match pour gagner. Ça aurait pu être le match de la semaine si ce n'était, si ce n'était pas deux équipes qui étaient au fond du trou. Le QB, du coup, pour vous situer un peu, Michigan, ils étaient à une victoire, 3 défaites, et Rutgers, pareil. Donc les Scarlet Knights, ils menaient 17-0. Ils ont mené 17-0 à un moment, et le quarterback de Michigan, il a été benché. Du coup, Joe Milton, il a été benché en faveur de Cade McNamara. McNamara, pardon, qui finit avec 260 yards, 4 touchdowns. À la passe et à la course, il finit avec un touchdown aussi. Très bien. Et en fait, c'est une victoire qui ressemble pas forcément à une victoire parce que déjà, ils étaient menés de 17 points contre Rutgers. Rutgers, cette année, ils sont mieux que les autres années, mais c'est quand même Rutgers. Et on a vu Michigan fêter à la toute fin du match. Enfin, en fait, je me suis réveillé vers 5h, 5h30 du matin. Et le match était encore là parce que ça se finit en 3 overtime. Michigan sautait de joie à la fin du match alors qu'ils ils ont battu Rutgers en 3 overtime. C'est la décadence et ils vont se faire éclater dans leur prochain match. Prochain avec un S, hein, dans leur futur match. La semaine prochaine, ils jouent Penn State, donc une occasion peut-être de remporter quelque chose. Mais quand ils vont jouer Maryland et quand ils vont jouer Ohio State, ça va être sévère. Hein. Ils vont se faire éclater. Et moi, j'ai peur. Enfin, on fera un débat sur est-ce que les coachs vont rester ou pas entre Franklin de Penn State et Harbaugh de Michigan. Franchement, ça sera un podcast intéressant pour voir parce que Michigan, cette année, ça underperform comme jamais. Et merci à Michigan et Penn State d'être la honte de la Big Ten, hein, parce que la Big Ten, on aime bien dire qu'on est une des meilleures conférences du college football, mais là, si des grosses équipes sont aussi honteuses, bref. En sec. Et oui, en sec, il y avait aussi quelques petits matchs intéressants qui restaient. Il y avait un Missouri-South Carolina, victoire 17-10 de Missouri. Mais il y avait aussi un
LSU-Arkansas qui était assez intéressant sur le papier. LSU sont imposés 27-24. Ça a été un match très très disputé entre TJ Finley et Felipe Franks, le zinzin de Floride, fan de Franks, qui a des posters chez lui de Franks, va nous donner un peu ses impressions sur ce match. À noter aussi le très beau touchdown du receveur d'Arkansas, Treylon Burks, que je vous conseille d'aller voir. Voilà, tapez Treylon Burks touchdown LSU et vous verrez le touchdown de ce match. Guigui, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette confrontation qui aurait pu tourner en faveur d'une équipe comme de l'autre? Ouais, c'est clair, c'était un beau match. Moi, je l'avais en deuxième fenêtre sur mon ordi, donc j'ai pas tout vu non plus, mais bon match de LSU et de TJ Finney, leur freshman quarterback, qui finit à 271 yards pour 2 TD. Franks fait un bon match aussi, hein, on va pas se mentir. Ça manque un peu de TD. Il finit à 17 sur 26, 339 yards, 1 TD, 1 inter. Mais voilà, ça s'est joué sur quelques petits trucs. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça se joue sur un field goal bloqué à toute fin du match. Il y a Jalen Catalon, un des meilleurs DB de cette défense, qui se fait exclure pour un targeting. Mais putain, mais t'as jamais vu ça. Ça peut pas être moins un targeting que ça. Pour être très, très honnête, il y a la vidéo sur mon compte Twitter si vous voulez vous faire votre propre opinion, mais c'est un scandale. Et voilà, ça se joue pas à grand chose et voilà. Très bien, eh bien on termine là-dessus. En tout cas, on se retrouve jeudi, comme vous le savez, pour les previews du week-end qui arrive. Merci de nous avoir écoutés encore une nouvelle fois. Et puis, comme d'habitude, on vous dit à la prochaine. On vous fait des gros bisous. Salut tout le monde. Merci, bisous. Bisous.